Il a suffi de 5 secondes pour que tout bascule. 5 secondes pour que le regard d'Antoine Dubois, un garçon de 12 ans aux yeux sombres et aux sweats gris usés, croise celui de Claire Vasseur, l'hôtesse d'accueil à la porte 22 de l'aéroport Charles de Gaulle. 5 secondes pour que cette femme, badge impeccablement épinglé à son uniforme bleu marine, déchire en deux le billet de première classe d'Antoine, le laissant tomber au sol comme une feuille morte. « Vous n'avez rien à faire ici », a-t-elle déclaré, sa voix tranchante comme une lame, assez forte pour que le brouhaha de la porte d'embarquement s'éteigne d'un coup. Les têtes se tournèrent, les murmures s'arrêtèrent, et un silence lourd s'installa, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Une femme serra son sac à main contre elle. Un homme d'affaires, tenant un café brûlant, murmura un « Mon Dieu !» à peine audible. Sophie, une étudiante aux cheveux bouclés, s'arrêta net, son téléphone déjà en main, prête à filmer. Monsieur Lefebvre, un homme en costume gris, fronça les sourcils, mais resta immobile, son regard oscillant entre curiosité et malaise. Antoine, lui, ne bougea pas. Figé comme une statue, il fixait les 2 morceaux de son billet qui dansaient doucement sur le carrelage froid, son sac à dos usé aux coutures pendant mollement sur son épaule. À 12 ans, il n'avait ni la carrure imposante, ni l'attitude arrogante des habitués de la première classe. Pourtant, ce billet déchiré portait son nom, payé par son grand-père, un homme dont le legs allait bientôt faire trembler bien plus qu'une simple porte d'embarquement. Antoine Dubois n'était pas un enfant ordinaire, même s'il en avait l'apparence. Grand pour son âge, mais frêle, il portait un sweat gris sans logo, des baskets légèrement râpées, et une expression qui semblait toujours absorber le monde plutôt que de s'y imposer. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient voir au-delà des apparences, une habitude héritée des heures passées dans le bureau de son grand-père, à Lyon, où les murs étaient tapissés de livres, et où l'odeur du cèdre et de l'encre flottait comme un parfum d'éternité. C'était là, dans cette pièce baignée de lumière douce, que son grand-père, le professeur Étienne Dubois, lui avait appris à écouter, à observer, à comprendre que le pouvoir véritable ne réside pas dans les cris, mais dans les silences bien choisis. Étienne Dubois n'était pas un homme ordinaire. Architecte du système Ciel Éthique, une plateforme numérique révolutionnaire conçue pour auditer les pratiques des compagnies aériennes, il avait consacré sa vie à défendre la dignité des passagers, un combat qu'il avait mené jusqu'à son dernier souffle, quelques mois plus tôt. Ce système, adopté par l'Organisation de l'aviation civile internationale et intégré dans les opérations de presque toutes les compagnies européennes, était sa fierté, son legs, mais aussi une arme discrète, confiée à ceux qu'il jugeait dignes. Antoine, malgré son jeune âge, faisait partie de ces élus. Ce jour-là, à la porte 22, Claire Vasseur n'avait vu en Antoine qu'un gamin égaré, un intrus dans un monde où les costumes sur mesure et les montres de luxe dictaient les règles. Elle n'avait pas lu la réservation avec attention, n'avait pas remarqué le nom Dubois, ni le fait que le billet de première classe était lié à un compte prioritaire, celui d'un délégué Ciel Éthique. Pour elle, Antoine était une erreur, un passager à corriger rapidement pour fluidifier l'embarquement. Ce siège est réservé aux invités prioritaires, lança-t-elle, son sourire professionnel aussi froid que le carrelage sous leurs pieds. Elle pointa du doigt le fond du terminal, là où les files d'attente pour l'économie s'étiraient comme une sentence. « Vous serez en classe économique, jeune homme. » Sa voix portait une autorité qui ne tolérait aucune réplique, mais Antoine ne chercha pas à argumenter. « J'ai un billet de première classe, payé par mon grand-père, » répondit-il calmement, sa voix douce mais ferme, comme s'il récitait une vérité évidente. Claire haussa un sourcil, ses lèvres pincées. « Au fond de l'avion, » trancha-t-elle, sans même vérifier son écran. Antoine inclina légèrement la tête, ramassa les 2 morceaux de son billet déchiré et les glissa soigneusement dans la poche de son sweat. Pas un mot de plus, pas une larme, pas un éclat. Il se contenta de hocher la tête et suivit Claire, qui l'escorta vers l'économie comme s'il était un colis mal adressé. Autour de lui, les autres passagers réagissaient à leur manière. Sophie, l'étudiante, avait commencé à filmer dès que Claire avait élevé la voix. Son téléphone tremblait légèrement, mais elle captura chaque seconde. Le billet déchiré, le regard impassible d'Antoine, le malaise palpable dans la foule. Elle murmura à l'amie à ses côtés, une certaine Léa, une jeune femme aux lunettes rondes qui secouait la tête, indignée. « C'est inadmissible, » chuchota Léa, mais elle n'osa pas intervenir. Monsieur Lefebvre, l'homme d'affaires, observait la scène depuis son siège près de la baie vitrée, son café désormais oublié sur la table. Il avait vu des injustices dans sa carrière, mais celle-ci le troublait. Pourtant, il resta silencieux, se disant que ce n'était pas son rôle d'agir. Un autre passager, un père de famille nommé Marc, serra la main de sa petite fille, qui regardait Antoine avec de grands yeux curieux.
Pourquoi il doit partir, papa? Demanda-t-elle. Marc haussa les épaules, mal à l'aise. C'est comme ça, ma chérie. Parfois, les adultes font des erreurs. Mais Antoine, lui, n'était pas une erreur. Et ce que personne dans cette foule ne savait, c'était que dans la poche gauche de son sweat, il portait quelque chose de bien plus puissant qu'un simple billet. Une carte d'accès numérique, un badge gris sans logo, gravé des mots délégué ciel éthique. Un héritage de son grand-père. Un outil capable de faire trembler tout un système. Le trajet jusqu'à la classe économique sembla interminable. Antoine avançait dans l'allée étroite du Boeing 737, suivant Claire qui marchait d'un pas assuré, son badge scintillant sous les néons de la cabine. Les passagers déjà installés détournaient les yeux, feignant de vérifier leur ceinture ou de lire des emails. Personne ne voulait croiser son regard, pas même M. Lefebvre, qui s'était glissé dans son siège en première classe, à la place 2A, celle qu'Antoine aurait dû occuper. Claire s'arrêta enfin devant la rangée 36, tout au fond, près des toilettes. « Siège 36B », annonça-t-elle, son ton sec. Au milieu, Antoine s'excusa poliment auprès des deux adultes déjà installés, une femme d'une cinquantaine d'années, absorbée par un magazine, et un homme plus âgé, qui grogna en déplaçant son coude. Il se glissa dans l'espace étroit, son sac à dos sur les genoux, ses coudes repliés pour ne pas déranger. Pas de hublot, pas de tablette fonctionnelle, pas de confort. La cabine ici était plus sombre, plus bruyante, saturée par l'odeur de café bon marché et le bourdonnement des moteurs. Personne ne lui demanda s'il allait bien. Personne ne remarqua qu'il serrait la sangle de son sac comme une bouée de sauvetage. Mais Antoine n'était pas perturbé par ce silence. Il connaissait cette sensation, celle d'être invisible, celle d'être jugé, avant même d'ouvrir la bouche. Son grand-père lui avait appris à transformer ce silence en force. Dans le bureau d'Étienne Dubois, à Lyon, les après-midi étaient faits de leçons muettes. Assis dans un vieux fauteuil en cuir, Antoine écoutait son grand-père parler des audits éthiques, des lois de l'aviation, des combats menés dans les salles de réunion feutrées de Paris et de Bruxelles. Étienne ne parlait pas beaucoup. Mais quand il le faisait, chaque mot pesait comme une pierre. « Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant », disait-il souvent, en tendant à Antoine un rapport de la DGAC ou un mémo confidentiel. Il suffit de savoir quand le silence frappe plus fort. Quelques semaines avant que la maladie n'emporte Étienne, il avait remis à Antoine une carte grise, fine comme une lame, avec une enveloppe scellée contenant 6 chiffres écrits à l'encre bleue. « Ce n'est pas un jouet », avait-il averti. « C'est une clé pour ciel éthique. Niveau délégué. Si quelque chose ne va pas, vraiment pas, tu sauras quoi faire. » Antoine avait hoché la tête. Non pas parce qu'il comprenait tout, mais parce que le poids de cet instant l'avait enveloppé comme une armure. Il n'en avait parlé à personne, ni à ses professeurs, ni à sa grand-mère, ni même à Camille, sa meilleure amie, qui partageait avec lui un amour des énigmes et des vieux livres. Ce n'était pas une question de vantardise. Étienne lui avait appris mieux que cela. C'était une question de responsabilité, un devoir discret qu'il portait désormais. Assis dans le siège 36B, entouré d'étrangers et dépossédé de sa place, Antoine glissa une main dans sa poche et sentit les contours de la carte contre ses doigts. Ce n'était pas une question de récupérer son siège, c'était une question de prouver quelque chose que son grand-père avait toujours cru. Même la voix la plus discrète pouvait résonner à travers tout un système si elle choisissait le bon moment pour parler. Il ne se battait pas contre Claire Vasseur. Quand elle passa dans l'allée, jetant un dernier regard pour s'assurer qu'il était bien à sa place, Antoine ne releva pas les yeux. Il se contenta de tirer les manches de son sweat sur ses mains et de poser son sac à dos sur ses genoux. Mais dans sa poche, il sentit autre chose. Un stylo à plumes, un Mont-Blanc ancien que son grand-père lui avait offert pour ses 10 ans. Gravé sur le corps en argent, une phrase « Le silence est une arme ». Ce stylo, qu'il emportait partout, était un rappel constant des leçons d'Étienne. Et aujourd'hui, ce silence allait devenir une tempête. Antoine sortit le stylo, le fit tourner entre ses doigts, puis ouvrit son sac à dos. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans un tissu de lin, se trouvait le badge ciel éthique. Il le sortit avec précaution, le glissa dans le port de sa tablette et regarda l'écran s'allumer. Une interface qu'il n'avait jamais vue auparavant s'ouvrit. Protocole d'urgence délégué. Un curseur clignotait, demandant une authentification. Antoine prit une inspiration, puis ouvrit l'application d'appel crypté sur sa tablette. « Mamie !» murmura-t-il lorsque le visage de sa grand-mère, Élise, apparut à l'écran. Ses traits étaient doux mais alertes,
comme si elle avait toujours su qu'un tel moment arriverait. « J'ai besoin de ton aide. » Il expliqua, phrase par phrase, ce que Claire Vasseur avait fait, comment son siège avait été révoqué sans raison, comment cela correspondait aux paramètres de violation éthique que son grand-père lui avait décrits. Élise ne posa pas de questions. Elle se contenta de hocher la tête. « Utilise le code, Antoine, » dit-elle doucement. « C'est pour ça qu'il te l'a donné. » Antoine sortit l'enveloppe de son sac. Les 6 chiffres, écrits à l'encre bleue de la main d'Étienne, semblaient le fixer. 3, 7, 2, 9, 5, 4. Il les tapa un à un, avec une précision presque rituelle. L'écran ne clignota pas, ne sonna pas. Il se contenta d'afficher « Protocole blanc activé ». Antoine se renfonça dans son siège, le regard fixé sur ces mots. Il n'avait pas agi par colère, ni par vengeance, mais certaines lignes, une fois franchies, exigeaient que le système parle plus fort que lui. Et maintenant, il allait le faire. À cet instant, rien ne se passa. Pas de sirène, pas de lumière clignotante, juste le bourdonnement des moteurs et le cliquetis des plateaux repas. Mais Antoine savait que, quelque part dans les entrailles numériques de ciel éthique, une tempête silencieuse venait de naître. Et dans 6 minutes, le ciel tout entier en ressentirait les secousses. 6 minutes, c'est tout ce qu'il a fallu pour que le monde de l'aviation européenne commence à trembler. 6 minutes après qu'Antoine Dubois, assis dans le siège étroit et inconfortable de 36B, eut tapé les 6 chiffres fatidiques sur sa tablette, le système ciel éthique s'éveilla comme une bête endormie, déployant ses griffes numériques à travers les réseaux interconnectés des aéroports, des compagnies aériennes et des autorités. À l'aéroport Charles de Gaulle, les écrans d'embarquement se figèrent, les lettres et les chiffres dansant en un chaos immobile. À Nice, à Bruxelles, à Madrid, les agents d'enregistrement tapotaient frénétiquement leurs claviers, les sourcils froncés, tandis que les files d'attente s'allongeaient et que les murmures d'inquiétude se transformaient en plaintes audibles. 28 aéroports, de Lisbonne à Stockholm, furent touchés en un instant, leur système bloqué par une alerte aussi discrète que dévastatrice. Violation éthique de niveau 4 détectée. Protocole blanc activé. À bord du vol 672 d'Aile d'Azur, reliant Paris à Nice, personne ne se doutait encore que le garçon silencieux au fond de l'avion, celui que Claire Vasseur avait relégué en classe économique sans un regard, venait de déclencher une tempête qui allait ébranler un empire. Dans la cabine, l'ambiance était lourde, presque électrique. Les passagers, encore secoués par la scène à la porte d'embarquement, échangeaient des regards incertains. Sophie, l'étudiante qui avait filmé l'incident, envoyait déjà sa vidéo à un groupe d'amis sur une application de messagerie cryptée. « C'est scandaleux », murmura-t-elle à Léa, sa compagne de voyage, qui hochait la tête, les yeux rivés sur l'écran de son propre téléphone. La vidéo, tremblante mais claire, montrait Claire Vasseur, déchirant le billet d'Antoine, son ton autoritaire, et le regard impassible du garçon, ramassant les morceaux. « Je vais poster ça », déclara Sophie, ses doigts tapant rapidement un message sur un réseau social. « Il faut que les gens sachent. » Léa hésita, mordillant sa lèvre. « Tu es sûre ? Ça pourrait devenir énorme. » Sophie haussa les épaules, un sourire déterminé aux lèvres. « Tant mieux. » À quelques rangées de là, M. Lefebvre, l'homme d'affaires en costume gris, feuilletait distraitement un magazine financier, mais son esprit revenait sans cesse à la scène de la porte 22. Il avait vu des erreurs dans sa carrière, des décisions hâtives, des jugements mal placés, mais quelque chose dans l'attitude d'Antoine, ce calme presque surnaturel, le troublait profondément. Il jeta un coup d'œil vers le fond de l'avion, où le garçon était assis, immobile, les mains posées sur son sac à dos. « Ce gamin, » murmura-t-il pour lui-même, « il n'a pas l'air de quelqu'un qui abandonne. » Dans le cockpit, le commandant Julien Moreau, un vétéran de l'aviation avec 30 ans de vol à son actif, fixait son écran de bord avec une perplexité croissante. Une alerte clignotait en rouge, un message qu'il n'avait jamais vu auparavant. Alerte éthique niveau 4, protocole de verrouillage en cours, porte 22. Violation confirmée. Il se tourna vers son copilote. Une jeune femme nommée Amélie, qui fronça les sourcils. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle, tapotant l'écran comme si cela pouvait dissiper l'anomalie. Julien secoua la tête, ses doigts pianotant nerveusement sur le manche. « Je ne sais pas, mais c'est sérieux. Ciel éthique ne plaisante pas. » Il prit le micro pour contacter le contrôle au sol, mais la réponse fut laconique. « Restez en attente, instruction à venir. » À cet instant, Julien ignorait que l'alerte venait d'un passager à bord de son propre avion, un garçon de 12 ans qui, sans lever la voix, venait de mettre en branle une machine que même les plus hauts dirigeants d'Aile d'Azur ne pouvaient arrêter. Antoine, lui,
restait immobile dans son siège 36B. Le bourdonnement des moteurs, le cliquetis des plateaux repas, les conversations étouffées des autres passagers, tout cela glissait sur lui comme de l'eau sur une vitre. Il n'avait pas touché au jus d'orange que l'hôtesse, une jeune femme nommée Camille, pas sa meilleure amie, mais une coïncidence de prénom qui l'avait fait sourire, lui avait proposé. Il serrait toujours son sac à dos, ses doigts effleurant la poche où reposaient les 2 morceaux de son billet déchiré et le stylo Montblanc de son grand-père. Ce stylo, avec sa gravure « Le silence est une arme », semblait vibrer d'une énergie propre, comme si Étienne Dubois, lui-même, observait la scène depuis un ailleurs intangible. Antoine repensait aux leçons de son grand-père, à ses après-midi dans le bureau de Lyon, où les rayons du soleil filtraient à travers les persiennes en bois, dessinant des rayures dorées sur les piles de livres et de dossiers. Étienne ne parlait jamais pour combler le silence. Il parlait pour le sculpter. « Les systèmes, Antoine, disait-il, ses lunettes glissant sur son nez. Ils sont faits pour protéger les gens, mais ils oublient parfois pourquoi ils existent. C'est à nous de leur rappeler. » Ces mots, répétés des dizaines de fois, résonnaient maintenant dans la tête d'Antoine comme un mantra. Il n'avait pas activé le protocole blanc pour punir Claire Vasseur. Il l'avait fait parce qu'elle avait franchi une ligne que son grand-père avait tracée dans les fondations mêmes de Ciel Éthique. La dignité n'est pas négociable. À Lyon, dans la maison familiale des Dubois, une pièce restait intacte, comme un sanctuaire. Le bureau d'Étienne, avec ses étagères remplies de traités sur l'éthique, l'aviation et la philosophie, sentait encore le papier vieilli et le vernis. C'était là qu'Antoine avait passé des heures, enfant, à écouter son grand-père raconter des histoires qui n'étaient pas des contes, mais des leçons déguisées. Étienne avait été un homme discret, presque effacé. Mais ses idées avaient secoué des salles de réunion à Bruxelles et à Paris. Il avait témoigné devant des commissions parlementaires, défendu Ciel Éthique contre ceux qui voyaient dans ce système un frein à la rentabilité. La rentabilité sans éthique, avait-il dit un jour, sa voix tremblante de conviction, c'est une chute libre sans parachute. Antoine, alors âgé de 8 ans, avait écouté, captivé, sans tout comprendre, mais en sentant que ces mots portaient un poids immense. Quelques mois avant sa mort, Étienne avait pressé la carte grise dans la main d'Antoine, ses doigts frêles mais fermes. « Ce n'est pas un jeu », avait-il murmuré. « C'est une responsabilité. Le protocole blanc n'est à utiliser que si le système faillit à protéger quelqu'un. » Antoine avait hoché la tête, non pas parce qu'il saisissait l'ampleur de ce legs, mais parce qu'il sentait que son grand-père lui confiait quelque chose de plus grand que lui-même. Dans l'avion, Claire Vasseur commençait à sentir que quelque chose n'allait pas. Son tablette, qu'elle utilisait pour vérifier les listes de passagers, s'était éteinte brutalement, affichant un message d'erreur, accès suspendu. Audit éthique en cours. Elle fronça les sourcils, tapota l'écran, puis se tourna vers son collègue, Carlos, un jeune steward qui ajustait nerveusement sa cravate. « C'est quoi, ça ?» chuchota-t-elle. Carlos haussa les épaules, son propre écran bloqué sur le même message. « Je ne sais pas. Peut être un bug ?» Mais ce n'était pas un bug. À des centaines de kilomètres de là, au siège de la Direction générale de l'aviation civile, DGAC, à Paris, une alerte rouge clignotait sur le mur de conformité. Protocole blanc confirmé. Initiateur. A. Dubois, délégué ID 5293. Une analyste, une femme nommée Valérie, se leva d'un bond, son café renversé sur son bureau. « Appelez la directrice », lança-t-elle à son collègue. « C'est un Dubois. » Comme le Dubois. Dans les minutes qui suivirent, des appels furent passés, des emails envoyés et une réunion d'urgence convoquée. Le nom Dubois n'était pas inconnu. Étienne Dubois avait été une légende dans les cercles de l'aviation, un homme dont les idées avaient forcé les compagnies à repenser leurs pratiques. Et maintenant, son petit-fils venait de déclencher le mécanisme le plus redouté du système qu'il avait créé. À bord, l'atmosphère changeait. Les passagers sentaient que quelque chose clochait, même s'ils n'en connaissaient pas la cause. Un homme en costume, assis en 5A, se pencha vers son voisin. « Pourquoi on ne décolle pas ?» demanda-t-il, agacé. L'hôtesse, Camille, répondit avec un sourire crispé. « Nous sommes en vol, monsieur, mais il y a des perturbations au sol. » Elle ne mentionna pas l'alerte éthique, mais son ton trahissait une nervosité inhabituelle. À l'arrière, Sophie venait de poster sa vidéo sur une plateforme sociale, accompagnée d'un message, une honte. Un enfant humilié par une hôtesse. Ailes d'Azur. En quelques minutes, les vues grimpèrent, les partages se multiplièrent et les commentaires affluèrent. « C'est scandaleux !» écrivait un utilisateur. « Quelqu'un sait qui est ce gamin ?» demandait un autre. Sophie, les joues rouges d'excitation, montrait l'écran à Léa. « Regarde, ça devient viral. » Mais Antoine, lui,
restait à l'écart de ce tumulte numérique. Il n'avait pas besoin de vérifier les réseaux sociaux pour savoir que le système parlait pour lui. Il sortit son téléphone et envoya un message crypté à Camille, sa meilleure amie, restée à Lyon. « J'ai utilisé le code », écrivit-il simplement. La réponse arriva presque instantanément. « Tu es sûr ? Mamie est au courant ?» Antoine tapa. « Oui. Elle m'a dit de le faire. » Camille, qui connaissait l'histoire de la carte et du protocole blanc, ne répondit pas tout de suite. Elle savait ce que cela signifiait. Elle imaginait Antoine, seul dans cet avion, entouré d'adultes qui l'avaient ignoré ou jugé. « Tu es courageux », écrivit-elle enfin. Antoine ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de mots. Il rangea son téléphone et posa les mains sur son sac. Le stylo Montblanc toujours serré entre ses doigts. Il repensait à une phrase que son grand-père répétait souvent. « Les gens ne respectent pas toujours à voix haute. Assure-toi qu'ils le regrettent en silence. » Dans le cockpit, Julien Moreau reçut un nouvel message, cette fois directement de la DGAC. Vol 672 sous révision. Aucun contact supplémentaire avec le passager 36B jusqu'à l'arrivée des autorités. Il échangea un regard avec Amélie, qui murmura « 36B, c'est le gamin qu'ils ont déplacé, non ?» Julien hocha la tête, son visage tendu. « Oui. Et je commence à penser qu'on a sous-estimé ce gamin. » Il tapa sur son écran, affichant l'identifiant du délégué. A. Dubois. Le nom lui était familier. Il se souvenait d'une conférence à Toulouse, des années plus tôt, où Étienne Dubois avait parlé de ciel éthique comme d'un gardien invisible de la dignité humaine. Ce système, avait dit Étienne, est là pour rappeler aux puissants qu'ils ne sont pas intouchables. Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il tourna la tête vers l'arrière de la cabine, comme s'il pouvait voir Antoine à travers les cloisons. Claire Vasseur, elle, commençait à paniquer. Son tablette refusait de redémarrer, et les murmures des passagers s'intensifiaient. Un homme en CEPC, qui avait accès au Wi-Fi Premium, venait de lire une alerte sur son téléphone. Perturbation majeure dans les aéroports européens. Audit éthique déclenché par un mineur. Il se tourna vers son voisin. « Vous avez vu ça ? Un gosse a bloqué tout le système. » Les mots firent l'effet d'une vague, se propageant dans la cabine. Les regards convergèrent vers l'arrière, où Antoine restait immobile, les yeux fixés droit devant lui. Claire, qui passait dans l'allée, sentit son estomac se nouer. Elle s'arrêta près de la rangée 36, ses lèvres s'ouvrant comme pour dire quelque chose, mais aucun son ne sortit. Elle se souvenait maintenant du nom sur le billet, Dubois. Elle n'avait pas fait le lien à la porte d'embarquement, trop pressée, trop sûre de son autorité. Mais maintenant elle comprenait. Ce garçon n'était pas un simple passager. Il était l'héritier d'un système qu'elle avait défié sans le savoir. À Paris, au siège d'Aile d'Azur, une réunion de crise s'organisait à la hâte. Le PDG, Philippe Garnier, un homme aux tempes grisonnantes et à l'allure impeccable, entra dans la salle de conférence, son visage fermé. « Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi 1 milliard d'euros d'opération est gelé ?» demanda-t-il, sa voix tranchante. Le responsable de la conformité, une femme nommée Isabelle, posa un rapport devant lui. Vol 672. Violation éthique confirmée. Protocole blanc activé par un délégué nommé A. Dubois. Philippe fronça les sourcils. Dubois ? Comme Étienne Dubois ? Isabelle hocha la tête. Son petit-fils, apparemment. Un silence glacial s'installa. Philippe feuilleta le rapport, chaque page renforçant la gravité de la situation. Donc, nous avons humilié l'héritier du système qui contrôle nos opérations, dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. Et maintenant, la DGAC veut une révision complète de nos pratiques. Isabelle ajouta. Ce n'est pas tout. Les réseaux sociaux s'enflammant. Une vidéo circule, montrant l'incident. Philippe ferma les yeux, massant ses tempes. Trouvez cette hôtesse. Claire Vasseur, elle a des comptes à rendre. À bord, les passagers continuaient de murmurer. Sophie, encouragée par la viralité de sa vidéo, commença à discuter avec d'autres passagers, recueillant leurs témoignages. Léa, plus réservée, notait les détails dans un carnet, comme pour archiver l'histoire. Monsieur Lefebvre, lui, restait silencieux, mais il ne pouvait s'empêcher de repenser à son inaction à la porte d'embarquement. Il avait vu l'injustice. Mais il n'avait rien dit. Maintenant, il se demandait si ce garçon, ce gamin en sweat gris, n'était pas en train de changer quelque chose de bien plus grand qu'un simple vol. Antoine, lui, ne regardait ni à gauche ni à droite. Il savait que le système parlait pour lui. Il savait que, dans quelques heures, lorsque l'avion atterrirait à Nice, le monde saurait qui il était. Pas un garçon ordinaire, mais l'héritier d'un Legs qui pouvait arrêter le ciel lui-même. Et pourtant, il restait calme,
ses mains posées sur son sac, son stylo Montblanc serré comme un talisman. Le silence, son arme, venait de tirer sa première salve. L'avion d'Aile d'Azur, vol 672, entama sa descente vers l'aéroport de Nice-Côte d'Azur dans un silence presque surnaturel. Les nuages défilaient derrière les hublots, mais personne ne les regardait. Les yeux des passagers, des hôtesses, même du commandant Julien Moreau, convergeaient vers l'arrière de la cabine, vers le siège 36B, où Antoine Dubois, ce garçon de 12 ans au sweat gris, restait immobile, son sac à dos posé sur ses genoux, ses mains serrant toujours le stylo Montblanc gravé des mots. Le silence est une arme. L'annonce habituelle, « Nous atterrirons sous peu », fut prononcée par Camille, l'hôtesse, d'une voix tendue, presque hésitante, comme si elle pressentait que ce vol n'était pas ordinaire. Le commandant, lui, ajouta une note inhabituelle. « Mesdames et messieurs, nous serons dirigés vers une porte privée. Veuillez ne pas quitter vos sièges jusqu'à nouvel ordre. Des représentants de la DGAC monteront à bord. » Un murmure parcourut la cabine, un mélange d'étonnement et d'inquiétude. Sophie, l'étudiante qui avait filmé l'incident, échangea un regard avec Léa, son amie, tandis que son téléphone vibrait sans cesse, inondé de notifications. Sa vidéo, postée sur les réseaux sociaux, avait déjà atteint des millions de vues, accompagnée du hashtag Sieg36B, qui s'était répandu comme une traînée de poudre. Monsieur Lefebvre, l'homme d'affaires en costume gris, ferma son magazine, incapable de se concentrer. Il sentait que quelque chose d'historique se déroulait, et il regrettait, pour la première fois, de n'avoir rien dit à la porte d'embarquement. À l'arrière, Claire Vasseur, l'hôtesse responsable de l'incident, passait dans l'allée, évitant soigneusement de croiser le regard d'Antoine. Elle savait, désormais, que ce garçon n'était pas un simple passager. Elle avait vu l'alerte sur sa tablette, désormais éteinte, et entendu les chuchotements des autres membres d'équipage. Le nom Dubois résonnait comme une sentence. Lorsque les roues de l'avion touchèrent la piste, un silence pesant s'installa. Le roulage vers la porte 43B semblait plus lent que d'habitude, chaque grincement des freins amplifiant la tension. À l'extérieur, 3 véhicules attendaient. 2 SUV noirs aux vitres teintées et une berline banalisée, portant des plaques gouvernementales. Les passagers, collés aux hublots, observaient avec curiosité. « C'est quoi, tout ça ?» murmura l'homme en 5A, celui qui avait lu l'alerte sur son téléphone. « J'ai volé pendant 20 ans, jamais vu un truc pareil. » À ses côtés, une femme, absorbée par son écran, lisait un titre qui venait de paraître. Un enfant de 12 ans déclenche un verrouillage éthique dans 28 aéroports européens. Aile d'Azur sous pression. Elle tourna la tête vers l'arrière, cherchant du regard le garçon dont tout le monde parlait. Antoine, lui, restait impassible. Il n'avait pas besoin de regarder par le hublot pour savoir ce qui l'attendait. Il savait que le protocole blanc, activé par ses soins, avait alerté la DGAC et que les conséquences de son action allaient bien au-delà de ce vol. Il sortit son stylo Montblanc, le fit tourner entre ses doigts et pensa à son grand-père, Étienne Dubois, dont les mots semblaient flotter autour de lui. Le pouvoir n'est pas dans le bruit, Antoine. Il est dans le moment où tu choisis de ne pas détourner les yeux. Tanhui. La porte de l'avion s'ouvrit, et 3 officiers de la DGAC entrèrent, leur visage sérieux, leur badge bien visible. Ce n'étaient pas des agents de sécurité ordinaires, ni des policiers, mais des membres de la division de conformité, ceux qui intervenaient lorsque les systèmes éthiques étaient en jeu. L'un d'eux, une femme d'une quarantaine d'années nommée Claire Lefort, tenait une tablette affichant un rapport détaillé. Elle s'adressa directement à l'équipage. « Équipage, restez en place. Nous devons parler à un passager, siège 36B. » Un silence absolu envahit la cabine. Les passagers se figèrent, certains se levant à moitié, d'autres retenant leur souffle. Claire Vasseur, près du chariot à boissons, pâlit, ses mains tremblant légèrement. Elle voulut parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Antoine, lui, se leva calmement, son sac à dos sur l'épaule. Il avança dans l'allée, passant devant les mêmes passagers qu'il avait ignorés à la porte d'embarquement. Aucun ne détourna les yeux cette fois. Sophie filmait discrètement, son téléphone caché derrière son sac. Léa, à ses côtés, écrivait frénétiquement dans son carnet, comme pour capturer chaque détail de cet instant. Monsieur Lefebvre se redressa, un mélange de honte et d'admiration dans le regard. Lorsqu'Antoine atteignit le galet avant, Claire Lefort lui adressa un léger hochement de tête, presque respectueux. « Monsieur Dubois, dit-elle. » Sa voix ferme mais douce. « Nous avons été informés. Votre action a été enregistrée. Merci pour votre discrétion. »
Antoine répondit par un simple signe de tête, son visage impassible. « Ce n'était pas personnel » murmura-t-il. « Je sais » répondit-elle. « C'est pourquoi ça a fonctionné. » À l'aéroport, une femme attendait près de la porte 43B, son visage marqué par l'inquiétude et la fierté. C'était Madame Dubois, la mère d'Antoine, une professeure de littérature à Lyon, dont les cheveux châtains étaient noués en un chignon serré. Elle avait été prévenue par Élise, sa belle-mère, de l'action d'Antoine, et avait pris le premier train pour Nice. Lorsqu'elle vit son fils descendre de l'avion, escorté par les officiers de la DGAC, elle retint un sanglot. « Antoine » dit-elle en le serrant dans ses bras. « Tu vas bien ?» Il hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oui, maman. J'ai fait ce que grand-papa m'a appris. » Elle passa une main dans ses cheveux, émue par la force tranquille de son fils. « Tu as changé quelque chose, tu sais, » murmura-t-elle. Antoine haussa les épaules. « Je ne voulais pas tout ça. Je voulais juste qu'il se souvienne. » Madame Dubois sourit, reconnaissant dans les mots de son fils l'écho des leçons d'Étienne. Pendant ce temps, au siège d'Aile d'Azur à Paris, la salle de conférence était plongée dans un chaos organisé. Philippe Garnier, le PDG, se tenait debout, les mains posées sur la table en acajou, son regard fixé sur un rapport de 10 pages qui détaillait l'ampleur de la crise. « 1 milliard d'euros gelés, dit-il, sa voix tremblante de colère contenue. 28 aéroports en arrêt, des partenaires qui menacent de rompre leur contrat. Et tout ça à cause d'une hôtesse qui n'a pas vérifié un nom sur un billet. » Isabelle, la responsable de la conformité, ajusta ses lunettes. « Ce n'est pas juste une hôtesse, monsieur. C'est un système qui a failli. Claire Vasseur a agi selon un réflexe que nous n'avons pas corrigé. » Philippe se tourna vers elle, les sourcils froncés. « Et ce garçon? Ce Dubois ?» Isabelle posa une photo sur la table. Étienne Dubois, tenant la main d'un jeune Antoine, lors d'une audience publique à Bruxelles. Le petit-fils d'Étienne Dubois, l'architecte de Ciel Éthique. Il avait l'autorité légale pour activer le protocole blanc. Un silence lourd s'installa. Le directeur des opérations, un homme nommé Laurent, ajouta « La DGAC exige un audit éthique complet de nos pratiques. Si nous ne fournissons pas les journaux de comportement des 3 derniers mois, nous perdrons l'accès à Ciel Éthique pour toujours. » Philippe ferma les yeux. « Donc, nous sommes à la merci d'un gamin de 12 ans. » Isabelle corrigea. « Non. À la merci d'un système que nous avons ignoré. » L'impact du protocole blanc ne se limita pas à Aile d'Azur. Dans les jours qui suivirent, 4 autres compagnies aériennes européennes furent soumises à des audits similaires. Les réseaux sociaux, portés par la vidéo de Sophie, transformèrent l'incident en un mouvement. Siège 36B devint un cri de ralliement, un appel à protéger la dignité des passagers, en particulier des enfants voyageant seuls. Des pétitions circulèrent, demandant des réformes dans le traitement des mineurs par les compagnies aériennes. À Lyon, Camille, la meilleure amie d'Antoine, suivait l'évolution de la situation depuis son ordinateur, échangeant des messages avec lui. « Tu es une légende !» écrivit-elle, accompagnant son message d'un émoji de feu. Antoine répondit simplement « Ce n'est pas moi. C'est grand-papa. » Il refusait les interviews, les demandes de commentaires, les emails qui inondaient la boîte de réception du délégué Ciel Éthique. Il lisait tout, mais il n'avait rien à dire. Le système parlait pour lui. Quelques semaines plus tard, une plaque de bronze fut inaugurée au siège de la DGAC à Paris. Discrète, elle portait une citation d'Étienne Dubois. « Les systèmes peuvent oublier, les gens ne doivent pas. » En dessous, en lettres plus petites, on pouvait lire « Protocole Dubois. Ratifié en l'honneur du délégué A. Dubois pour avoir défendu la dignité des passagers. » Cette plaque n'était pas seulement un hommage. Elle était un avertissement. Dans les aéroports, des affiches apparurent sur les passerelles d'embarquement. La dignité des passagers compte. Si vous voyez quelque chose, signalez-le ou utilisez PASS. Le système PASS, protection et assistance des passagers, inspiré par l'action d'Antoine, fut déployé sur tous les vols équipés de Ciel Éthique. Il permettait à n'importe qui, même un enfant, de signaler une violation sans confrontation via un simple bouton sur l'écran de siège. Lors d'un vol d'essai à Bordeaux, une fillette de 10 ans, assise au mauvais siège par erreur, activa PASS lorsque l'hôtesse haussa le ton. Une alerte discrète retentit. Un superviseur intervint. Et l'incident fut résolu sans heure. Le système avait fonctionné, avant même qu'une erreur ne devienne une faute. À Lyon, Antoine était revenu dans le bureau de son grand-père, un espace qui semblait figé dans le temps. Les rayons du soleil filtraient à travers les persiennes, éclairant les étagères remplies de livres et de dossiers. Il s'assit dans le vieux fauteuil en cuir,
posa son stylo Mont-Blanc sur le bureau et ouvrit un carnet où son grand-père avait rédigé les premières ébauches du protocole blanc. L'encre, légèrement fanée, portait encore la force de ses idées. Antoine traça les lignes du bout des doigts, repensant aux histoires d'Étienne, à ses leçons sur l'éthique, à sa conviction que le pouvoir véritable réside dans la retenue. « Tu as changé l'industrie aérienne », lui dit sa mère un soir, en lui apportant une tasse de tisane. Antoine haussa les épaules. « Je ne voulais pas tout ça. Je voulais juste qu'il respecte ce que grand-papa a construit. » Elle sourit, posant une main sur son épaule. « C'est exactement ce que tu as fait. » Un mois après l'incident, une publication anonyme apparut sur un forum d'éthique de la DGAC. Pas de photos, pas de biographie, juste un pseudonyme. 36B. Le message disait « Je n'ai pas cherché à faire la guerre, ni à devenir célèbre, ni à punir qui que ce soit. Je voulais juste m'asseoir là où mon grand-père m'avait dit de m'asseoir. Il m'a appris que personne n'est trop petit pour compter dans un grand système. Ce jour-là, je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, mais j'ai utilisé ce qu'il m'a donné. Nous parlons beaucoup de pouvoir, de qui l'a, de qui le garde. Mais parfois, le pouvoir, c'est juste un moment où quelqu'un choisit de ne pas détourner les yeux. Si vous travaillez dans cette industrie, merci. Mais n'oubliez pas, chaque fois que vous faites un choix, quelqu'un comme moi pourrait être là, sans crier, sans poster, juste en regardant et en se souvenant. Le message se répandit discrètement, partagé par des agents d'escale, des pilotes, des passagers. Les modérateurs du forum ne le supprimèrent pas. Ils l'épinglèrent, et dans chaque manuel de formation éthique de la DGAC, juste sous le titre « Protocole du bois », une ligne en italique apparut. Quelqu'un comme moi pourrait être là. 6 mois plus tard, le siège 36B devint une légende. Sur certains vols d'Aile d'Azur et d'autres compagnies, il restait vide, non par erreur, mais par choix. Une directive, jamais inscrite dans les facs publics, circulait parmi les équipages. Ne pas attribuer le 36B. Sauf sur demande spéciale. Les agents d'escale le chuchotaient comme une superstition. Les pilotes le respectaient comme un rituel. Ce n'était pas juste un siège, c'était un symbole. Lors d'un événement à Paris, la commissaire de la DGAC, Linda Tron, monta sur une estrade, tenant un billet laminé. A. Dubois. Vol 672, siège 36B. Sa voix trembla légèrement lorsqu'elle s'adressa à la foule. Nous avons des milliers de protocoles pour la sécurité. Pression cabine. Panne moteur. Menace climatique. Mais celui-ci, dit-elle en levant le billet, concerne la manière dont nous nous traitons les uns les autres, quand les ceintures sont détachées, quand personne ne filme, quand il ne reste que l'humain face à l'humain. À partir d'aujourd'hui, le siège 36B restera un symbole sur chaque avion équipé de ciel éthique. Pas seulement pour le courage d'un garçon, mais pour nous rappeler à tous de ne jamais oublier. Or, à Lyon, Antoine regardait la retransmission sur le canapé du salon, une tasse de tisane à la main. Sa mère, assise à ses côtés, lui tendit un bol de pop-corn. « Ça va » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Oui, je pense juste. » Elle sourit. « Tu sais que tu as changé quelque chose d'énorme, n'est-ce pas ?» Il haussa les épaules, comme toujours. « Je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait pour lui. » La pièce se remplit d'un silence doux, comme celui du bureau de son grand-père. Dans les aéroports, les voyageurs passaient désormais devant des affiches. La dignité compte, signalée via passe. Et parfois, un agent d'escale repérait un enfant voyageant seul sur la liste des passagers. Il lui lançait un regard complice et demandait « Vous voulez le 36B ?» Parfois, l'enfant souriait et disait oui. Parfois, il ne comprenait pas, mais si on lui demandait pourquoi, l'agent répondait toujours. Parce qu'un jour, un garçon s'est assis là et a rappelé au monde à quel point le silence peut être puissant. Pas un trône, pas une scène, juste un siège. Mais un siège que personne n'oserait plus déplacer. L'histoire d'Antoine Dubois, ce garçon de 12 ans qui, par un simple geste silencieux, a bouleversé l'industrie aérienne européenne, résonne bien au-delà des portes d'embarquement et des cabines d'avion. Dans la culture française, où la retenue, la dignité et la réflexion sont des valeurs chères, cette histoire incarne une vérité universelle. Le pouvoir ne réside pas toujours dans les éclats ou les cris, mais souvent dans la force discrète d'une conviction bien ancrée. Antoine, en activant le protocole blanc pour répondre à une injustice, nous enseigne des leçons profondes, applicables à chaque facette de notre vie quotidienne, que ce soit dans nos interactions personnelles, nos engagements professionnels ou notre rôle dans la société. En tant que Français, nous valorisons l'élégance morale et l'intégrité, et l'histoire d'Antoine est une invitation à réfléchir à la manière dont nous pouvons, nous aussi,
faire entendre notre voix sans hausser le ton, et défendre ce qui est juste avec une détermination calme mais inébranlable. La première leçon que nous tirons de cette histoire est celle de la dignité silencieuse. Antoine, face à l'humiliation infligée par Claire Vasseur, aurait pu protester, crier ou chercher à attirer l'attention sur lui. Mais il a choisi le silence, non pas par faiblesse, mais par stratégie. Ce choix reflète une valeur profondément ancrée dans la culture française. La maîtrise de soi. Dans un monde où les réseaux sociaux amplifient les émotions brutes et les réactions impulsives, l'attitude d'Antoine nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité à rester maître de ses émotions. Dans nos vies, cela peut se traduire par la manière dont nous réagissons face à une injustice au travail, à une remarque désobligeante dans une conversation, ou à une situation où nous nous sentons ignorés. Plutôt que de répondre par la colère, nous pouvons, comme Antoine, chercher des moyens réfléchis d'agir, en utilisant les outils à notre disposition, qu'il s'agisse d'un dialogue calme, d'une action légale ou d'un simple geste symbolique, pour rétablir l'équilibre. La retenue, dans la tradition française, n'est pas une soumission, mais une arme, comme l'indiquait la gravure sur le stylo Mont-Blanc d'Antoine. Le silence est une arme. La deuxième leçon concerne la responsabilité individuelle face à un système. Antoine n'était pas seulement un enfant, il était l'héritier d'un legs, celui de son grand-père Étienne Dubois, qui lui avait confié une responsabilité immense. En France, où l'héritage familial et intellectuel est souvent célébré, l'histoire d'Antoine nous rappelle que chacun de nous porte une part de responsabilité dans les systèmes dont nous faisons partie, qu'il s'agisse de notre famille, de notre communauté ou de notre lieu de travail. Activer le protocole blanc n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de stewardship, une prise de responsabilité pour protéger les valeurs que son grand-père avait défendues. Dans nos vies, cela nous invite à nous demander quelles sont les valeurs que nous portons. Quels systèmes, familiaux, professionnels, sociaux, avons-nous le pouvoir d'influencer? Que ce soit en dénonçant une injustice au sein de notre entreprise, en soutenant un collègue marginalisé, ou en enseignant à nos enfants le respect de l'autre, nous avons tous un rôle à jouer. Comme Antoine, nous devons apprendre à reconnaître les moments où notre silence peut être transformé en action, où notre voix, même discrète, peut faire trembler les fondations d'un système défaillant. Enfin, l'histoire d'Antoine nous enseigne l'importance de l'observation et de la mémoire. Dans la culture française, où l'histoire et la littérature occupent une place centrale, ce souvenir est un acte de résistance. Antoine n'a pas seulement agi pour lui-même, il a agi pour honorer la mémoire de son grand-père, pour rappeler au monde que les principes d'éthique et de dignité ne doivent pas être oubliés. Sa publication anonyme sur le forum de la DGAC, signée 36B, est un témoignage de cette mémoire active. Chaque fois que vous faites un choix, quelqu'un comme moi pourrait être là, juste en regardant et en se souvenant. Cette phrase résonne comme un appel à la vigilance. Dans nos vies, cela signifie prêter attention aux détails, aux petites injustices qui passent inaperçues, au moment où quelqu'un est traité comme s'il ne comptait pas. Cela signifie aussi transmettre ces leçons aux générations futures, comme Étienne l'a fait avec Antoine, en leur apprenant à observer, à réfléchir et à agir avec intention. En France, où l'éducation et la transmission culturelle sont des piliers, cette idée nous pousse à devenir des gardiens de la mémoire collective, des porteurs de valeurs qui ne s'effacent pas avec le temps. Appliquer ces leçons dans la vie quotidienne demande du courage et de la patience. Par exemple, dans une situation où nous sommes témoins d'une injustice, un collègue ignoré lors d'une réunion, un enfant maltraité dans un espace public, ou une décision prise au mépris de l'éthique, nous pouvons choisir de ne pas détourner les yeux. Comme Antoine, nous pouvons utiliser les outils à notre disposition. Une parole posée, une plainte formelle, ou même un geste symbolique, comme poster une réflexion sur un réseau social pour sensibiliser. Cela ne signifie pas chercher la confrontation, mais plutôt agir avec une intention claire, en restant fidèle à nos valeurs. De plus, l'histoire d'Antoine nous encourage à reconnaître le pouvoir des jeunes générations. En France, où les jeunes sont parfois sous-estimés dans les sphères de décision, l'action d'Antoine prouve que l'âge n'est pas un obstacle à l'impact. Nous devons écouter les voix des enfants, des adolescents, des nouveaux venus, car ils portent souvent une perspective fraîche et une détermination pure. L'histoire du siège 36B est aussi un rappel de la fragilité des systèmes. Dans une société française qui valorise l'ordre et la structure, nous pouvons parfois oublier que ces systèmes, qu'ils soient corporatifs, éducatifs ou sociaux, sont faits d'humains, et donc imparfaits. Le protocole blanc d'Antoine a révélé les failles d'un système qui avait oublié la dignité d'un passager. Dans nos vies, cela nous pousse à questionner les règles et les pratiques qui nous entourent. Sommes-nous complices, par notre silence,
d'un système qui marginalise? Avons-nous le courage de signaler une erreur, même si cela nous met en porte? A. Faux. Comme Antoine, nous devons apprendre à naviguer dans ces systèmes avec intelligence, en utilisant leurs propres mécanismes pour les améliorer, comme il l'a fait avec Ciel Éthique et le système PASS. En conclusion, l'histoire d'Antoine Dubois et du siège 36B est une parabole moderne sur le pouvoir du silence, la force de la responsabilité et l'importance de la mémoire. Elle nous rappelle que, dans la tradition française, la grandeur ne se mesure pas à la hauteur de la voix, mais à la profondeur de l'impact. Chaque jour, nous avons l'opportunité de choisir, détourner les yeux ou agir, rester silencieux ou faire entendre notre silence. Antoine nous a montré que même un enfant, assis au fond d'un avion, peut changer le cours des choses. À nous de trouver notre propre siège 36B, ce lieu où nous pouvons, avec calme et conviction, défendre ce qui compte. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a inspiré à réfléchir à la manière dont vous pouvez défendre la dignité dans votre propre vie, alors agissez. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour diffuser ce message puissant. Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres récits qui célèbrent le courage et l'éthique. Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Antoine, dans le siège 36B? Votre voix compte? Alors faites-la entendre, même en silence. Ensemble, continuons à faire de chaque moment une opportunité pour défendre ce qui est juste.